Messieurs, dames, merci de faire confiance à Congo Buzz Télévision. C'est parti pour la grande tribune de ce jour. Nous recevons deux juristes de formation avec qui nous allons échanger autour d'une question qui fait débat depuis un moment. C'est la question du changement et de la réforme constitutionnelle. Mais avant de les présenter, je m'en vais d'abord lire les quelques lignes d'actualité. Le président Félix Tshisekedi enjoint le gouvernement sans tarder à prendre les dispositions afin de budgétiser dans la loi des finances les innovations et les inventions économiquement utilisables. Le gouvernement a adopté les projets de loi des finances pour l'exercice 2024 chiffré à hauteur de 40,464 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 chiffré à hauteur de 32,457 milliards, soit encore en dollars 16 milliards. Même s'il n'a pas annoncé sa candidature à la présidentielle, Dr Mukwege estime que le format actuel des élections augure une fraude électorale et appelle les Congolais à s'indigner face au mal. UDPS, le congrès extraordinaire, entérine Félix Tshisekedi Tshilombo comme président du parti jusqu'en 2028. À cet effet, il est officiellement désigné candidat à la présidentielle 2023 pour le compte du parti. D'après le professeur Paul-René Loata, parler de révision constitutionnelle aujourd'hui, c'est manquer de la compassion aux Congolais de l'Est qui ne pourraient même pas voter. Voilà, la Cour des comptes a saisi officiellement l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour trouver une sanction contre Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville. La raison invoquée était l'incompétence notoire, c'est à cause du retard du projet d'édit portant reddition des comptes de la ville de Kinshasa. En réaction, le report dans le dépôt de l'édit portant reddition des comptes n'est pas constitutif d'une faute de gestion au regard de l'article 214 de la loi du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. L'ACP, le parti de Jean-Tini Ngobila, dénonce des attaques des politiciens contre son président et autorité morale. L'opposition politique avec le FCC en tête accuse le président Félix Tshisekedi et le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta de préparer une mise en place dans la magistrature pour tricher aux élections 2023. Enfin, pour l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, le pays est au bord de l'éclatement sous la complicité incompréhensible de Félix Tshisekedi, principal agent de la balkanisation de la RDC. Enfin, football, l'ASV Club a été éliminé au tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Merci beaucoup de faire confiance à Grande Tribune. Je l'ai dit d'entrée de jeu, nous parlons du changement ou de réforme de la Constitution. Deux personnes, deux invités sous ce plateau. Je commence par Manix Ienda, qui est analyste indépendant, que j'ai reçu depuis belle lurette sur ce plateau dans ce format si Grande Tribune. Bonjour Manix et bon retour dans Grande Tribune. Merci beaucoup Dan, merci pour l'invitation et en même temps je salue les estimés téléspectateurs qui nous regardent en ce net moment. Je profite aussi à l'occasion de saluer mon co-débatteur avec qui nous allons discuter sur la question de l'État tout en mettant en avant-plan l'intérêt national, comme je l'ai toujours dit. Au-delà de nos clivages, au-delà de nos tendances, au-delà de nos ségrégations politiques et même au-delà de nos collisions et escalades verbales, le Congo demeure le dénominateur commun de nous tous. Et donc j'espère un débat de l'altérité, un débat de la tolérance, un débat de respect de point de vue de l'autre, un débat de respect mutuel et un débat pédagogique qui pourra édifier notre peuple parce que nous avons l'intérêt et l'obligation de donner un contenu à notre démocratie pour doter à la République une démocratie de qualité. Donner du contenu à la démocratie. Maître Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti politique de l'opposition en vol. Bonjour Maître Rodrigue et merci également d'accepter de prendre part à ce débat face à Manix Ienda. Heureux d'être là. Mes remerciements aux téléspectateurs qui sont devant leur poste téléviseur pour suivre cet échange. Mes salutations à Manix Ienda, mon co-débatteur du jour, et mes remerciements à Congo Buzz Télévision, mais aussi à vous personnellement, Dan. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'entrée à la matière. Je ne sais pas si vous avez chacun des biscuits, soit on passe directement au sujet. Voilà, on va passer rapidement et directement au
Réforme de la Constitution, le débat qui a commencé la semaine passée se poursuit cette semaine. Voilà, il y a cette proposition du professeur Isidore Ndaïwel qui a remis le débat sur la place publique. Eh bien, changement ou réforme de la Constitution. Est-ce la voie idéale pour la bonne gouvernance? Dans sa proposition, il y a beaucoup d'éléments que nous n'allons pas répéter, nous l'avons suffisamment dit. Je pense que peut-être au courant de l'émission, les invités vont peut-être critiquer, mais il n'est pas le seul à avoir proposé ça. Beaucoup d'autres ont proposé avant lui. Je vais peut-être citer le professeur Bochab qui a dit « Révision de la Constitution ou inanition de la nation » à l'époque. Peut-être que le débat était un peu mal compris parce que le président Kabila était en train de partir. Et aujourd'hui, on est presque dans le même contexte. Est-ce que ce débat est-il un débat qui a lieu d'être actuellement? Alors, je commence avec Manix. Quelle est votre appréhension de la question? D'abord, il faudrait mettre un accent sur ce débat, au-delà du fait que ces débats portent une connotation juridique. C'est un débat de juristes, c'est un débat de constitutionnalistes, mais aussi c'est un débat du peuple congolais. C'est un débat national. Ouais. Parce que la question de la Constitution préoccupe au premier degré le peuple congolais par le fait que la Constitution est la reproduction exacte de la volonté expresse du peuple congolais. Nous l'appelons pacte républicain, nous l'appelons le contrat social. Et donc, cette Constitution et son contenu, les problèmes, les réalités autour de cette Constitution doivent préoccuper le peuple congolais. Et donc, ce débat, c'est un débat national et c'est un débat intéressant. Mais dans ma façon de réfléchir, je ne resterai pas tout le temps focus sur les propositions du professeur Ndaïwel, que je considère comme un citoyen congolais qui bénéficie de ses droits et libertés. C'est lui qui a quand même remis le débat sur la place publique. Justement, il a activé les débats et nous récupérons le débat, nous en tant que membres de la communauté scientifique, et nous devons canaliser, parce qu'à chacun sa capacité de proposer le paradigme de gestion pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Il est vrai, il a proposé l'idée d'un mandat de 9 ans, non renouvelable. Il parle d'un mandat unique. Mais plus loin, quand vous essayez d'entrer en profondeur dans la proposition du professeur Ndaïwel, c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il propose un autre format, une autre forme de l'État, parce que dans sa proposition, il propose l'idée de supprimer les formats de 26 provinces, tels que nous avons aujourd'hui, au travers de la Constitution d'aujourd'hui, pour créer les 6 grandes régions. Et donc, d'office, il nous introduit dans une forme du fédéralisme en lieu et place d'un État unitaire décentralisé. Et donc, sur ce point-là, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais en ce qui concerne le changement de la Constitution, parce que c'est cela l'aîné du problème. Changement ou réforme? Bon, lui, il est dans une logique de changement de la Constitution. Et moi également, je postule à l'idée du changement de la Constitution, à l'idée d'opter pour une 4e République, pour une 4e Constitution définitive. Alors, d'entre deux jeux, c'est qu'il faudrait dire que changer une Constitution dans un État ne doit pas être un tabou. Changer une Constitution ne doit pas être considéré comme un crime d'État ou un crime juridique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la 3e République, ce qui voudrait dire que nous avons une 3e Constitution définitive qui vient après avoir changé la première Constitution et la 2e Constitution. Mais malheureusement, la 2e Constitution, nous l'avons changée dans un contexte des vicissitudes politiques, dans un contexte des crises, dans un contexte d'insécurité. Et donc aujourd'hui, c'est qu'il faudrait dire, lorsque nous voulons changer une constitution de la République, il ne faudrait pas qu'il y ait des situations malheureuses comme le coup d'État par exemple, comme le putsch ou comme une insurrection où il y a un président qui vient s'imposer par la force et il balaye l'ordre constitutionnel qui a été préalablement établi. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un contexte démocratique où les mécanismes par excellence pour
toucher la Constitution. Déjà que la Constitution, dans son architecture textuelle, a prévu la possibilité de la revoir. C'est là où on parle de la révision de la Constitution. Concerne le changement de la Constitution, les mécanismes par excellence est celui du référendum, parce que le peuple pourquoi doit-on aller est vers souverain. une quatrième république? C'est ça la question centrale. Quelle est l'utilité fondamentale d'aller vers une quatrième république? Je crois que lorsque vous regardez les différentes réalités politiques de notre pays, et lorsque vous regardez le contenu de l'actuelle Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété en janvier 2011, vous allez vous rendre compte qu'il y a assez de problèmes, qu'il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer et que nous devons changer. Et il y a même certaines questions dans la Constitution qui n'ont pas été abordées de manière claire, mais pourtant de questions très sensibles et qui déterminent même la survie de l'État. Je vous donne le cas de l'article 217 de la Constitution, qui remet même en cause la question de la souveraineté nationale de notre... L'article 217 dit « La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité nationale. » Et déjà, donc, cette disposition pose problème parce qu'elle remet en cause la question de la souveraineté, alors que la souveraineté est considérée comme les moteurs pour l'existence d'un État. Je prends la deuxième question, je prends pêle-mêle les problèmes, parce qu'il y a des problèmes d'ordre congénital consentis dans l'actuelle Constitution, de problèmes que moi je considère comme des malformations juridiques de l'actuelle Constitution de notre pays. Je prends le cas de l'article 14, alinéa 5. La Constitution parle du principe de la parité. Il est vrai que dans cette Constitution, vous avez un principe de base qui est celui de l'égalité. Et d'ailleurs, je vous informe que notre Constitution est la première Constitution au monde à avoir consacré le principe de la parité au-delà du principe de l'égalité. Parce que quand vous regardez toutes les constitutions en Afrique, même quand vous regardez tous les instruments juridiques internationaux, le principe de base qui est prôné, c'est celui de l'égalité. Okay. Et donc, moi déjà, je dis, le fait que dans une même constitution, il y a le principe de l'égalité et en même temps le principe de la parité, moi je considère un pléonasme constitutionnel. Pourquoi? Parce que le concept parité ne découle pas de la science juridique, ce n'est pas un concept d'origine juridique. Le concept parité, c'est un concept qui découle de la science exacte. Et en mathématiques, la parité veut dire égalité. La parité veut dire ex aequo. La parité veut dire 50-50. Mais regardez l'esprit de l'article 14, alinéa 5. La recommandation de tenir compte de ce principe de la parité dans toutes les institutions publiques à caractère national, provincial et local. Je m'en vais avec des exemples palpables. Vous prenez le cas d'une institution comme l'Assemblée nationale, où il y a 500 sièges. Oui, je finis par là, parce que c'est quand même une question très délicate pour que le peuple qui nous suit comprenne avec une certaine clarté. Les députés nationaux sont élus à un suffrage universel direct. S'il faudrait, déjà que cette institution, Assemblée nationale, répond aux critères des publics et des nationales. C'est-à-dire s'il faudrait respecter scrupuleusement la teneur de l'article 14, alinéa 5 sur la parité, il faudrait donc avoir 250 députés hommes et 250 députés femmes. D'où la question, est-ce qu'on imposerait aux électeurs de voter 250 députés hommes ou 250 députés femmes? Je dis non. Pourquoi? Parce que le droit électoral repose sur de choix. Le deuxième exemple, je finis par là, c'est celui de l'institution président de la République. Cette institution répond aux critères publics et nationaux. Mais malheureusement, cette institution, elle est monolithique, c'est-à-dire elle est incarnée par un seul individu. S'il faudrait rester orthodoxe et cohérent par rapport à la logique de la parité telle que consentie dans l'article 14, alinéa 5, cela voudrait dire qu'on doit avoir un président homme et une présidente femme. Voilà pourquoi, de façon de refonder
au niveau de l'architecture constitutionnelle, je dis que le principe de la parité n'a de sens que lorsqu'on est en face des institutions à caractère nominatif et non électif. Les cas du gouvernement, c'est à l'autorité de nomination de porter son choix tout en respectant le principe de la parité dans le choix des animateurs des institutions. Tel a été le cas, par exemple, pour le premier gouvernement de François Hollande, où il a nommé 17 ministres hommes et 17 ministres femmes. Mais en ce qui concerne le caractère électif, n'a pas sa place d'être. Et donc, dans cette constitution, sur cette disposition, il y a un problème de légistique. Il y a un problème des textes. Il y a un problème d'esprit. Je reviendrai dans le détail sur les autres différents points qui justifient effectivement l'exposé de motifs qui nous amènerait à un changement impératif de la Constitution. Merci beaucoup. Maître Ramazani, votre avis à ce sujet. Alors, vous êtes pour, vous êtes contre et justifiez-vous également. Déjà, je tiens à préciser que moi, je suis contre le changement de la Constitution, l'avènement d'une nouvelle République. Je crois que les Congolais doivent l'acter. 2, je suis un tenant de la modification, donc de la révision de la Constitution et non de son changement. Sur les propositions du professeur Ndayouel, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Pour ceux qui suivent l'histoire constitutionnelle et des institutions politiques en République démocratique du Congo, ils sauront que, à la lecture de propositions du professeur Isidore Ndayouel, beaucoup de choses sont revenues. Notamment la question de changer la forme de l'État, quitter la forme, le régionalisme politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour aller vers le fédéralisme, sans oublier que les régionalismes politiques, en réalité, c'est l'antichambre du fédéralisme. Et après, le professeur Ndayouel propose encore, dans le cadre du fédéralisme, qu'on revienne à 6 provinces, comme c'était le cas dans la loi fondamentale de 1960. Ça a déjà existé et c'était une loi provisoire, une loi constitutionnelle, une loi fondamentale provisoire, et cela nous a amené vers la constitution de Louis-Bourg de 1964. Une constitution adoptée par référendum, ainsi de suite. Mais la proposition du professeur Ndayouel devient dangereuse lorsqu'il veut toucher les nombres de mandats. C'est à ce moment-là, on ne parlera plus de la révision de la Constitution, mais plutôt du changement de la Constitution. Parce que l'article 220, avant de revenir sur certaines choses que Manix Yenda avait dit, je tiens à fixer le cap du débat pour que les gens ne se désorientent pas. L'article 220 de la Constitution de 2006, tel que modifié en 2011. Des articles verrouillés, tels que sont des dispositions verrouillées, la forme républicaine de l'État, chose que le professeur veut toucher, le principe du suffrage universel, la forme de représentativité du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la pluralité politique et syndicale ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ça veut dire que nous avons une constitution qui est rigide pour sa révision et qui est plutôt rigide pour sa révision, ne permet pas que certaines dispositions soient touchées parce que ces dispositions sont le cœur de notre démocratie, sont le fruit d'un consensus politique issu de l'accord global et inclusif entre acteurs majeurs et adopté par la population congolaise. Donc, ces dispositions ont acquis une certaine légitimité, un consensus entre les acteurs et la population. Il faut rappeler aux Congolais que notre constitution est votée par référendum par la population congolaise dans sa majorité. Il y avait un vote oui ou non, les Congolais ont choisi cette constitution. Maintenant, avant d'entrer dans mon argumentaire, j'aimerais revenir sur 2 choses. Manix Yenda veut que l'on change la constitution. À la question du journaliste, pourquoi il faut changer la constitution, Manix Yenda a évoqué la disposition 217 de notre constitution où l'on dit la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité
africaine. Ce sont des dispositions qui existent quasiment aujourd'hui dans la plupart des démocraties modernes. Le droit constitutionnel actuel. Je peux aller loin en Europe, vous avez la France avec l'Union européenne. Vous abandonnez la souveraineté de votre... Non, sur une partie c'est du dans le territoire. cadre de ce qu'on appelle le droit communautaire. Dans le droit communautaire, n'est-ce pas, ce qui est une partie du droit international, l'on autorise aux États d'abandonner une partie de leur souveraineté. Ce n'est pas abandonner le pays. Ça veut dire, je donne un exemple, parce que les exemples permettent aux citoyens de comprendre, mieux comprendre la de question. mieux comprendre les questions facilement. Aujourd'hui, on parle par exemple de la zone franc CFA, n'est-ce pas? N'est-ce pas que la question de la monnaie est une question de la souveraineté? Mais les États, je crois les États de la CEDEAO, ont décidé de se mettre ensemble pour céder une partie de leur souveraineté dans ce domaine-là. La France, la Belgique, dans le cadre de l'Union européenne, tous ces États dans le cadre du droit communautaire ont cédé une partie de leur souveraineté sur certaines questions de souveraineté nationale. C'est-à-dire, si on conclut des traités qui sont internationaux, on abandonne ipso facto une partie de la souveraineté sur certaines questions. Ce n'est pas une innovation. Non, là où je veux tirer la sonnette d'alarme, c'est de ne pas dire que c'est une innovation congolaise. Non, ce n'est pas une innovation congolaise. Lorsque vous regardez la constitution française, je vais tout à l'heure vérifier la disposition, lorsque vous regardez les constitutions de plusieurs pays aujourd'hui, vous allez remarquer que cette disposition qui prépose l'État à un accord pour la communauté et renforcer des relations entre États, nous avons le cas de l'Union européenne, donc dans toutes ces organisations internationales, régionales, c'est cette disposition qui favorise cette approche du communautaire. Maintenant, pour revenir dans mon argumentaire sur la révision de la Constitution, mais pour chuter, tout compte fait, même cette disposition n'est pas verrouillée. Cette disposition n'est pas verrouillée, il peut appeler à une révision de la Constitution. Même l'article 14 dont fait allusion Manixi Yenda n'est pas verrouillé. Peut faire appel à une révision de la Constitution. Donc, le motif, l'argumentaire de dire que ces deux dispositions peuvent asseoir l'idée d'un changement de la Constitution, c'est faire fausse route. Or, ces dispositions peuvent faire simplement l'objet d'une révision constitutionnelle parce que ces dispositions ne sont pas verrouillées. Maintenant, revenons dans mon argumentaire pour asseoir mon idée. Vous avez épuisé vos minutes déjà. Je crois que je veux revenir à vous pour votre deuxième tour. Je préfère respecter. D'accord, merci beaucoup. Alors, Manixi Yenda, les dispositions que vous avez citées ne sont pas des articles verrouillés. Ça peut faire objet d'une révision ou pas. Parler de changement renverrait à toucher des dispositions qui sont verrouillées, telles que les 220, telles que... votre point de vue à ce sujet? Vous savez, il est vrai que lorsqu'on parle de la Constitution, nous essayons de donner nos points de vue pour donner un certain éclairage, parce que nous, en tant que membres de la communauté scientifique, nous sommes considérés comme des éclaireurs de la société. Mais la question de base dans ces débats, elle était posée dans ce sens. Pourquoi l'on doit changer la Constitution? Quelles sont les raisons valables qui peuvent nous conduire à un changement de la Constitution? C'est-à-dire, pour répondre à cette question fondamentale, il faut donner des justificatifs qui attestent d'abord la faiblesse consentie dans cette Constitution. Telle est ma démarche. Je suis dans cet exercice de présenter les différentes faiblesses de la Constitution qui peut motiver notre intention de pouvoir changer la Constitution. À ce deuxième tour de parole, vous allez ajouter des articles effectivement qui feront l'objet de ce changement. Effectivement. Et puisqu'on parle de la Constitution est un édifice juridique. Et toute constitution au monde s'incline à 3 étapes majeures. La première étape, c'est l'étape de la constitutionnalisation de la Constitution. C'est l'étape de l'élaboration de la Constitution. La deuxième étape, c'est l'étape de la reconstitutionnalisation de la Constitution, l'étape
des retouches, l'étape de la révision constitutionnelle. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape de la déconstitutionnalisation de la Constitution, l'étape de l'abrogation. On parle de verrou. J'ai même entendu mon co-débatteur évoquer la question de la rigidité de la Constitution. Il est vrai que notre Constitution, elle est rigide par le fait que la même Constitution a prévu des verrous. C'est-à-dire, on ne peut pas réviser la Constitution sur base des questions qui sont déjà prévues dans l'article 220. Je suis très d'accord parce que notre Constitution, elle n'est pas souple. C'est une Constitution rigide. Mais les verrous constitutionnels ne sont pas des verrous éternels. La Constitution, c'est comme, se présente par moments, surtout sur cette question de rigidité, comme un coffre-fort juridique. Et chaque coffre-fort détient une clé pour déverrouiller. Et ici, la seule clé qui peut déverrouiller l'article 220, c'est justement le pouvoir ou la primauté du peuple en termes de souveraineté qui peut choisir la voie du référendum pour changer la Constitution si les raisons sont valables. Voilà pourquoi nous devons revenir sur les raisons pour mesurer la portée et la nécessité d'opter pour une 4e République. Alors je m'en vais sur deux cas pratiques. Oui. Vous prenez par exemple le cas, parce qu'on parle du régime politique congolais, les décors constitutionnels d'après la Constitution du 18 février 2006 nous donnent l'apparence d'un régime politique semi-parlementaire. Parce que vous avez d'une part le président de la qui aujourd'hui est considéré dans cette Constitution comme le chef de l'exécutif national, un président qui est dépouillé de toute sa responsabilité politique devant une représentation nationale, c'est-à-dire devant les députés nationaux, parce que le président n'engage aucune responsabilité politique devant le Parlement, c'est-à-dire le président de la République n'a que le pouvoir d'orientation et le pouvoir d'impulsion. Et de l'autre côté, vous avez le gouvernement et le chef du gouvernement. Le gouvernement détient ce qu'on appelle le pouvoir d'exercice, parce que c'est lui qui oriente le politique d'action du gouvernement, c'est celui qui conduit l'action du gouvernement au moyen d'un programme à soumettre devant les parlements. Les parlements, comme autorité de contrôle, a le pouvoir d'exercer son veto politique pour mesurer la qualité de la gouvernance proposée par les gouvernements. Il peut user de ce qu'on appelle la motion de censure ou la motion de défiance selon le cas. Et encore que l'un des indices parlementaires, c'est aussi que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, à défaut de quoi? D'une coalition politique au sein du Parlement. Ça, c'est les décors présentés par la Constitution comme les régimes politiques cristallisés dans le texte de la loi fondamentale. Les régimes semi-parlementaires ou semi-présidentiels. Cette disposition-là n'est pas une disposition qui n'est pas verrouillée. Il y a question du changement de régime. Parce que la question de la révision, c'est la question qui va maintenant nous diviser sur le changement ou la réforme. Déjà que je vous ai dit que moi, je ne suis pas dans la logique de la révision. Mais changement complet. Moi, je suis dans la logique du changement de la Constitution. Okay. Et ici, pour changer la Constitution, il faut présenter les raisons pour lesquelles l'on doit changer la Constitution. C'est là où je suis. Okay. Mais malheureusement, si vous regardez dans la même Constitution où on nous présente un régime politique semi-présidentiel ou semi-parlementaire, en même temps, si vous pouvoir et les prérogatives dévolues au président de la République, vous aurez l'impression d'être dans un régime du présidentialisme absolu. C'est-à-dire un régime présidentiel, dans la même Constitution. C'est comme ça que je parle d'un régime apparent et d'un régime réel. Parce que le président de la République, vous savez, au-delà du fait qu'il est d'abord considéré comme président de la République, il a en même temps le statut du chef de l'État. Grande différence entre le président de la République et le chef de l'État. Le président de la République est lié au principe de Montesquieu, la séparation de pouvoir, parce qu'il est considéré au même titre d'égalité que le gouvernement, que le Parlement et les cours et tribunaux. Et donc, il ne peut pas s'immiscer aux pouvoirs qui sont reconnus aux autres organes de l'État. Mais en tant que chef de l'État, le président de la République est placé à la concavité du pouvoir national. Il est placé à la sommité de l'État,
Au sommet pyramidal du pouvoir national, le président de la République, comme chef de l'État, il est le chef de toutes les institutions qui dépassent la dimension de la logique de Montesquieu de séparation de pouvoir. Et en même temps, le même président de la République a un pouvoir qui s'apparente à un pouvoir gouvernemental. C'est-à-dire le président de la République, dans la Constitution. Merci. Pardon, s'il vous plaît, je finis par là, c'est très important. Il pose par moments des actes comme un membre du gouvernement. Notamment lorsque le président de la République préside le Conseil. Là, il est membre du gouvernement qui dirige un conseil des ministres. Et de deux, le président de la République comme le chef de l'exécutif national, c'est-à-dire le chef du gouvernement, le président de la République nomme le Premier ministre et les membres du gouvernement par ricochet, il a le pouvoir de les révoquer. S'il vous plaît, accordez-moi juste 30 secondes, je finis par là. Justement. Je suis en train de... Le président de la République a un pouvoir à caractère législatif. Vous savez, pour qu'une loi soit mise en œuvre, il y a des étapes respectées en amont. Après le débat au niveau du Parlement, d'une loi ou d'une proposition de loi, après l'adoption par la majorité absolue au niveau du Parlement, le président de la République promulgue la loi. Et même au-delà de la promulgation, le président de la République publie la loi parce que le journal officiel est un service public d'attache à l'institution. Et donc, il a une fois la possibilité de participer dans l'élaboration législative d'une loi. J'ai fini par la dimension judiciaire. Le président de la République a un pouvoir à caractère judiciaire. Déjà même la Constitution le considère comme les magistrats suprêmes. Le président de la République nomme et par ricochet révoque les magistrats. Encore que la même Constitution fait du président de la République juge et partie. Dans quel sens? On donne au président de la République la latitude et les pouvoirs de choisir les 3 membres qui composent la Cour constitutionnelle. Ironie, la même Cour qui est considérée comme le juge pénal du président de la République, mais on donne le pouvoir au même président de choisir des juges qui sont censés le juger. Ça frise le principe sacro-saint dans un état de droit, le principe de l'indépendance de juge. Je reviendrai encore une fois sur d'autres dispositions pour vous démontrer les nécessités, l'urgence de pouvoir changer la Constitution. Sur la question de la nationalité, je vais vous présenter les différents enjeux autour de la nationalité. On y revient. Mais aussi la question du mandat et de la durée du mandat. Merci beaucoup. On va y revenir avant notre 3e tour de parole. Maître Rodrigue, je vous donne aussi 6 minutes comme votre co-débatteur d'en face, Manix Yenda. Alors, vous n'êtes pas pour le changement, vous inscrivez plutôt pour la réforme ou la révision de la Constitution. Maintenant, dites-nous à votre niveau, sans pour autant aller dans les contradictions avec ce que Manix a dit, quelles sont les raisons qui vous poussent, à vous particulièrement, de rester sur la question de la révision? Il est quand même important de cimenter 2-3 choses pour que les téléspectateurs ne se perdent pas. J'insiste, tout ce que mon co-débatteur vient de dire n'est pas verrouillé. Ne sont pas verrouillés. Tout ce que moi j'attends, à l'occurrence le professeur Ndaïwel qui a pris l'audace, son audace scientifique, de dire qu'il faut toucher les mandats du président de la République, qu'il faut changer la forme de l'État. À partir de ce moment-là, nous pouvons faire un débat sur le changement ou pas de la Constitution. Mais l'approche de Manix Yenda nous laisse dans un contexte de révision constitutionnelle. Même la question dont il va revenir... Il n'a pas parlé de mandat jusque-là. Je reviendrai. Je reviendrai sur la question du mandat. Je crois qu'il va se rattraper pour parler du mandat. Même lorsqu'il veut parler de la nationalité, la question de la nationalité peut faire objet d'une révision de la Constitution. Pas de changement. La question du journaliste demeure et reste. Qu'est-ce qui motive à Manix Yenda de parler du changement de la Constitution, du point de vue constitutionnel? La Constitution qui est en vigueur aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il a dit, bon, je ne vais pas entrer dans les systèmes, il a dit des choses que le président de la République est en même temps le chef du gouvernement, c'est qu'il ne comprend pas et que aujourd'hui nous avons un exécutif bicéphale. D'une part, il y a le Premier ministre qui est le chef du gouvernement et le président de la République qui est le chef de l'exécutif.
Parce que lui-même, il est l'exécutif. Il n'est pas le chef de gouvernement, cher Manik Siyena. N'est-ce pas? C'est ce qui est consacré dans notre constitution. Après, je ne vais pas aller dedans, sinon je veux me perdre parce que j'ai des choses à dire aux Congolais pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'il faut parler de la modification, de la révision de la constitution. Je suis tout à fait d'accord que la constitution, comme le dit le professeur Njoli Esengeke dit dans son ouvrage Institutions politiques et droit constitutionnel, que la constitution, les constitutions ne sont pas des tentes dressées. Contrairement à Manis qui dit la constitution à 3 étapes, là il a dit la constitution à 3 étapes, élaboration de la constitution, vie de la constitution et son abrogation. Dès qu'on parle de l'abrogation de la constitution, nous ne sommes plus dans la même constitution. Non, la constitution a 3 étapes, certes, élaboration, son déroulement et sa révision. Tant qu'on révise, nous sommes dans la même constitution. Et moi j'ai la doctrine pour le prouver. Les doctrinaires en ont parlé et je l'ai, parce que quand on parle science, on parle avec des doctrinaires. Ici, j'invoque deux doctrinaires. Le professeur Vundwa Tepemako, dans son ouvrage Le droit constitutionnel congolais. J'évoque aussi le professeur Njoli Esengekeli, dans son ouvrage Institutions politiques et droit constitutionnel. N'est-ce pas? Et il parle de ces 3 étapes de la Constitution, il ne parle pas de l'abrogation. Lorsque vous abrogez une Constitution, ce n'est plus la même Constitution, vous changez de république. D'accord. N'est-ce pas? Là, vous le contredisez. Je vais cimenter là-dessus, mais pourquoi maintenant? Pourquoi il faut rester sous la révision? Pourquoi il faut rester dans cette constitution? Je tiens à rappeler que le Congo a connu plusieurs constitutions. La loi fondamentale de 1960, d'abord avant la loi fondamentale, nous avons des textes qui nous ont régis de 1885 jusqu'à 1808 à la cession de l'État indépendant du Congo au Royaume de Belgique. Après, nous avons connu la loi fondamentale de 1960. Par la suite, après 1960, 4 ans après, il y a eu en avril 1964, je crois, en avril 1964, la constitution de Louis-Bourg. La constitution de Louis-Bourg qui n'a pas fait long feu, qu'il a fait quelques années. Il y a eu les coups d'État de novembre 1965 où il y a eu suspension de cette constitution. Ensuite, on a connu la constitution de 1967 avec le maréchal Mobutu et cette constitution a connu plusieurs autres modifications jusqu'en 1977. Après, nous sommes entrés dans les actes constitutionnels de la transition. Vous allez remarquer que dans l'histoire constitutionnelle du Congo, la seule constitution qui a vécu pendant longtemps et qui a garanti la stabilité des institutions et qui commence à prendre la maturation de notre démocratie, c'est cette constitution de 2006, révisée qu'une seule fois en 2011. Donc de 2006 à 2011, cette constitution n'a connu qu'une seule révision, s'il vous plaît. D'accord. Le grand défi, je ne dis pas que c'est une constitution parfaite, parce que je le dis, comme le dit le professeur Njoli dans son ouvrage, que ce n'est pas une tente dressée pour le peuple. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de penser à ses forces. Cette constitution a des faiblesses. Oui. Mais ces faiblesses-là, nous l'envolent. En 2019, on avait déjà parlé révision de la constitution, notamment sur la question de la nationalité, notamment sur la question de réforme sur notre système de décentralisation. Parce que notre système de décentralisation aujourd'hui, qui va jusqu'au niveau de chefferie, ne permet pas la mise en place... Particulièrement sur la question de mandat de 5 ans non renouvelable. Quel est l'intérêt de rester dans ce schéma-là? J'arrive maintenant sur de faiblesses. La faiblesse de notre constitution, parce que c'est un sempiternel débat, on en parle depuis après notre accession à l'indépendance, le respect des textes, les formes idéales de l'État, les types de régime politique qu'il nous faut. On tourne autour sans pourtant donner de vraies solutions. Pourquoi parler de faiblesses? Quelles sont les faiblesses de notre constitution? Aujourd'hui, depuis la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur les présidents restent en fonction de manière ad vitam jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu, a ouvert une brèche politique dangereuse. Dans la mesure où le mandat du président de la République, un président en fonction, peut se permettre de rester pendant un long moment, comme on a l'habitude de l'appeler, les glissements. C'est déjà une faiblesse. C'est pourquoi nous avions dit, dans le cadre de notre révision constitutionnelle, il faut penser à réviser cette disposition. Si je ne me trompe pas, c'est l'article 73 de notre Constitution qui parle du mandat du président de la République pour
insisté du fait que le président de la en République, fonction jusqu'à l'installation. à l'installation, 70, je crois bien. n'est-ce pas? Oui. 70, si je ne me trompe pas, je vais revérifier. Oui, oui, oui. Pour ne pas ouvrir cette brèche. Mais qu'est-ce qu'il faut à ce sujet-là? Qu'est-ce qu'il faut? À ce sujet, on va la proposer une révision constitutionnelle qui est d'ailleurs sur le bureau de l'Assemblée nationale. Pour nous, nous avions dit, le président de la République doit organiser les élections dans les délais impartis et dans les 5 ans respecter les mandats. Dans les cas contraires, le président qui ne se met pas à chercher à organiser les élections dans le délai ne doit pas être bénéficiaire de sa propre turpitude. Parce que le fait pour le président, étant que garant de bon fonctionnement des institutions ainsi que de notre démocratie, de ne pas tenir compte d'organiser les élections dans le délai, il ne peut pas en être bénéficiaire d'un glissement. Nous ne pouvons pas l'accepter parce que n'oubliez pas, notre pays, Merci. notre pays, Oui, cité. sa démocratie est fragilisée parce que les personnes qui l'ont dirigé avant avaient une idée en tête de se pérenniser au pouvoir. Raison pour laquelle, après l'accord entre les différentes parties prenantes à l'accord global et inclusif, ils ont levé l'option de prendre en compte le nombre et la durée du mandat du président de la République, mais surtout de garantir la stabilité de nos institutions. Pour clore, cette constitution a de faiblesses, mais cette constitution a de forces qui constituent un consensus national tiré depuis l'accord global et inclusif. Cette constitution mérite une révision en vue de renforcer ses faiblesses et de l'améliorer afin de maturer notre démocratie. D'accord. Et non un changement. Merci. Merci pour cette deuxième réaction. Monsieur Monique Tienda, vous n'avez pas touché la question des nombres de mandats. Dans votre argumentaire, sur tous les articles cités, vous avez touché plutôt la question du système politique qu'il faudra changer, la question de la parité. Là, vous voulez parler de la question de la nationalité. Mais c'est vrai que vous allez argumenter, mais j'aimerais que vous puissiez aussi, dans votre argumentaire, rester sur la question du mandat. Mandat de 5 ans ou de 9 ans, comme l'a proposé le professeur Ndaïwel, ou une autre proposition venant de votre vous particulièrement. Ben, moi, je pense que je suis très, très pratique lorsque je donne des exemples. Et c'est ce qui rend le débat beaucoup plus intéressant. Parce que moi, déjà, à l'opposé de mon co-débatteur, moi, je ne suis pas dans l'idée de la révision de la Constitution. C'est vrai, on peut même la réviser, parce que la révision, elle est déjà prévue. Mais moi, je suis en train de justifier ma position scientifique, qui est celle de changer la Constitution. C'est comme ça que je pose des cas. Et le changement de la Constitution ne doit pas se reposer sur seulement la question du mandat. Non. La Constitution a plusieurs dispositions. La Constitution reproduit plusieurs réalités. Et les réalités qui posent problème méritent d'être changées. Et surtout que nous... ou changer. Non mais moi je parle du changement de la Constitution. Je dois me répéter combien de fois, mon frère? Je pense que peut-être qu'il faudra... S'il vous plaît. Je pense que mon co-débatteur n'a pas perdu de vue. C'est vrai, il a peint un côté beaucoup plus positif de notre Constitution. Je l'ai même dit au prologue de mon intervention, que c'est la seule Constitution au monde qui a consacré le principe de la parité au-delà du principe de l'égalité. Ouais. C'est une Constitution qui fait la promotion des valeurs démocratiques, parce que dans notre Constitution, on prévoit la possibilité du porte-parole de l'opposition politique. L'article 8 de la Constitution conçoit la sacralité des activités reconnues à l'opposition politique. Dans la Constitution, les activités de l'opposition sont considérées comme de droit et un acquis pour ces acteurs de la frange de l'opposition politique. Encore de surcroît, la Constitution a prévu un cadre juridique propre à l'opposition politique. Je parlerai de la loi portant statut de l'opposition politique. Ça, c'est son mérite et nous le reconnaissons. Mais en même temps, tous nous savons que cette Constitution est l'œuvre de la belligérance. Tous nous savons que cette Constitution est l'œuvre d'une importation extérieure, le mimétisme occidental. Tous nous savons que cette Constitution a un problème d'identité sociologique et
historique. Je reviendrai sur cette question lorsque je vais évoquer les cas de l'article 10 qui porte sur la question de la nationalité pour vous démontrer combien de fois notre constitution que nous utilisons aujourd'hui pose des sérieux problèmes du point de vue sociologique. Alors, je commence d'abord par balayer deux éléments. Et c'est de la question de souveraineté que j'ai entendu dans le premier tour de la parole. Vous savez, quand on parle de l'État, l'État existe effectivement parce que l'État est constitué des éléments. C'est comme ça qu'on parle des éléments constitutifs de l'État. Au-delà du territoire, au-delà de la population, au-delà du pouvoir en termes de gouvernement. Mais il y a aussi un autre élément constitutif de l'État sans lequel l'État n'existera pas. C'est justement l'élément de la souveraineté. Encore que quand on parle de la souveraineté, il faudrait voir cette notion dans une parallaxe binoculaire. Parce qu'il y a une différence entre la souveraineté de l'État, à ne pas confondre avec la souveraineté dans l'État. Lorsqu'on parle de la souveraineté de l'État, il s'agit d'une puissance ou d'une force qu'exerce un État dans la circonscription nationale. Mais lorsqu'on parle de la souveraineté de l'État, la souveraineté de l'État, c'est la dimension internationale, c'est-à-dire la reconnaissance de votre souveraineté nationale dans le concert des nations. Alors ici, j'entends de l'abandon partiel de la souveraineté au bénéfice d'une organisation internationale, comme l'a dit mon ami. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que le principe des bases dans le concert de nations, dans une organisation internationale... C'est un principe de droit international. Le principe de base dans une organisation internationale, c'est le principe de l'égalité des États. Oui. L'égalité des États, effectivement, repose sur la question de la souveraineté. C'est-à-dire, la souveraineté congolaise, par rapport au principe de l'égalité, n'est pas supérieure ou inférieure à la souveraineté française. Mais est-ce que si on la souveraineté congolaise n'est pas supérieure ou inférieure à la souveraineté belge. Ouais, c'est ce qui justifie le socle du principe de l'égalité dans une organisation internationale. Non, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire un débat de politesse, s'il vous plaît? Ça va. Avance. Je suis désolé. Le deuxième cas, parce que j'ai parlé de la question de la nationalité, mais je voudrais d'abord revenir sur cette question du mandat, parce que vous avez insisté sur cette question. Oui. Le siège juridique, c'est vrai. Je préfère parler de l'article 70 de la Constitution parce qu'il s'agit du mandat du président de la République. La Constitution dit, dans l'article 70, alinéa 1er, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable. Deuxième alinéa, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. L'installation effective du nouveau président élu. Dans cet article se dégagent des enseignements majeurs. Le premier enseignement, c'est relatif à la notion du mandat. Le deuxième enseignement, c'est relatif à la notion de la fonction. Il y a une différence entre la fonction du président de la République et le mandat. La Constitution nous enseigne que le mandat du président de la République a une durée. Sa durée, elle est de 5 ans. Renouvelable une seule fois. Ce n'est pas le problème. Tout est clair. Mais en ce qui concerne la fonction du président de la République, la fonction n'a pas de durée. C'est comme ça que si vous prenez le cas, par exemple, de Joseph Kabila, en 2016, le mandat, c'est-à-dire la durée du mandat de Joseph Kabila s'était limitée le 19 septembre 2016. Entre le 19 septembre 2016 et 2018, où on a organisé les élections, Joseph Kabila a exercé non pas le mandat, mais plutôt la fonction en tant que président de la République. Parce que la Constitution dit qu'il reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Même si ça pouvait faire 20 ans. Aussi longtemps qu'il n'y a pas élection. Aussi longtemps qu'il n'y a pas élection, le président qui reste sur base de sa fonction constitutionnellement garantie. C'est cela le problème. Maintenant, dans notre débat du changement ou pas de la Constitution sur la question du mandat, nous évoquons effectivement la question d'ordre. Nous disons, un pays aussi grand comme la RDC,
un pays à chantier comme la RDC, un pays aussi sous-développé comme la RDC, un pays à problème comme la RDC, moi je pense qu'un président qui prend le bâton de commandement, je sais que ce serait le cas aussi pour le président Denis Sanga s'il est élu comme président de la République, il va avoir 3 types de projets une fois élu président de la République. Il va avoir des projets à court terme qui peuvent s'exécuter dans une durée de plus ou moins de 4 à 5 ans. Il va avoir des projets à moyen terme qui peuvent s'exécuter dans une logique de 7 à 10 ans. Et il va avoir des projets à long terme dans une durée de plus ou moins de 15 à 20 ans. Le cas par exemple de projets comme le port en eau profonde de Banana, c'est un gros projet qui demande beaucoup d'investissement et qui demande beaucoup de temps. Je prends le projet de la liaison électrique de toute l'étendue. C'est un projet à long terme qui demande du temps. Alors que chaque président qui arrive, il arrive avec une vision de gouvernance. Il arrive avec un projet de société, il arrive avec un programme d'action à matérialiser une fois élu président de la République. Voilà pourquoi moi dans ma démarche, je dis, d'ailleurs moi je ne suis même pas dans la logique du prof Ndaïwel qui propose 9 ans. Moi je propose 15 ans de mandat non renouvelable. Pourquoi 15 ans? Parce qu'un président qui a 15 ans de mandat, voilà la dimension économique, ça lui permet, s'il vous plaît, ça lui permet d'exécuter le gros projet pour le développement du peuple. Ça, c'est de 1. Et de 2, organiser après 15 ans un cycle électoral, ça va nous épargner inutile. Parce que chaque après 5 ans, le pays dépense au moins 1,5 milliard de dollars ou encore 2 milliards de dollars que l'on peut affecter dans des secteurs aussi vitaux comme les secteurs de la santé, de l'éducation, etc. Et donc, ce sont là le motif, moi, qui me conduisent à pouvoir opter pour l'idée de la 4e République qui doit s'asseoir sur des véritables valeurs du développement socio-économique à l'intérêt du peuple. Parce qu'au-delà de toutes nos analyses, celui qui est placé au centre de la question, c'est le peuple. Et le peuple doit se retrouver, surtout en ce qui concerne la situation socio-économique. Je reviendrai encore sur la question de la nationalité pour présenter les faiblesses et le problème identitaire du point de vue sociologique qu'est posé la Constitution d'aujourd'hui. Maître Ramazani, pour être équitable, je vous donne aussi 7 minutes pour que vous puissiez aussi argumenter, comme j'ai laissé à Manix, 7 minutes aussi sur la question de mandat. Ce qu'il a argumenté, il a appelé l'article 70. Quel est votre point de vue à ce sujet? Depuis qu'on a commencé ces débats, c'est la première fois que Manix évoque une question qui peut nous amener vers un changement de la Constitution. Tout ce qu'il avait évoqué avant, la Constitution ne pose pas un problème. Ça peut faire l'objet d'une révision de la Constitution et non du changement. Maintenant là, nous pouvons commencer à parler du changement de la Constitution parce qu'il a évoqué cette question-là. Manix Yenda soulève un point, il dit c'est pour d'abord de raisons économiques qu'il faut prolonger les mandats du président de la République. Je tiens à rappeler qu'on ne dirige pas un État sur base de souvenirs personnels. Mais on dirige un État, on fait de la politique pour diriger le pays sur base de son histoire. C'est pourquoi nous faisons de la politique. Ce pays a une histoire, ce pays a une réalité. Ce n'est pas nos souvenirs personnels, nos sentiments personnels. Pourquoi vous dites ça? Il n'y a pas évoqué les questions personnelles ici. Écoutez, la Constitution, je sais pourquoi je le dis. La Constitution, par exemple, de 1967, avait prévu que le mandat du président de la République serait de 7 ans. Renouvelable une seule fois. Le problème, en fait, pour dire, on peut parler de nombre, durée, court, long, 2 ans, 3 ans. Mais on ne touche pas à la question de fond. La question de fond, ce n'est pas le nombre de mandats qu'aurait un président de la République, mais la question de fond en termes de gouvernance, c'est la qualité de la gouvernance. Manix Yen a dit que notre démocratie, le prix à payer, c'est plus de 1 milliard après chaque 5 ans. Mais ce que Manix n'évoque pas, c'est que la mauvaise gouvernance nous coûte en termes de détournement et de gabegie. On perd plus de 1 milliard de dollars dans des détournements. Je crois que le Zolobam avait parlé même de 15 milliards de dollars. Parce qu'il y a eu une mauvaise gouvernance.
En fait, on pose mal les problèmes, on analyse mal, on donne de mauvaises solutions. Le problème, ce n'est pas les 5 ans que le président de la République a pour diriger le pays. Le problème, c'est la gouvernance, la vision qu'il porte. Il va encore loin que chaque président de la République, lorsqu'il énonce un projet, il doit finir ses projets. Non, il y a le principe de la continuité de l'État. C'est le droit administratif. Donc les 5 ans sont importants dans le contexte actuel. Qu'on puisse rester sous les 5 ans. En réalité, en mathématiques constitutionnelles, les mandats du président de la République, c'est des 5 ans, renouvelables qu'une seule fois. Si vous le additionnez, vous allez constater qu'un président qui a bien travaillé pour ces 5 premières années a la possibilité de faire 10 ans de mandat. Nous avons ici dans ce pays, parce qu'il faut parler de l'histoire de ce pays. Oui. Je disais au début de mon argumentaire qu'on dirige, on fait de la politique, on veut diriger un pays, pas sur base de nos souvenirs personnels, mais sur base de son histoire. Mais nous avons des présidents qui ont eu des très très longs mandats. Sans bien... En gérant mal le pays. En gérant mal le pays. Mobutu a eu 32 ans de règne sans partage. Donc, la durée du mandat n'est pas une garantie de bonne gestion. Ce n'est pas une garantie de bonne gestion. Et d'ailleurs, les constituants, dans sa sagesse, les constituants, dans sa sagesse, a voulu que le mandat du président soit de 10 ans, mais en donnant la possibilité au peuple d'évaluer d'abord les 5 premières années. Les 5 premières années de celui qui est au pouvoir du gouvernance, le peuple va évaluer. Si on constate que Tshisekedi a bien travaillé, le peuple va le renouveler son mandat. Si on constate que c'est ça, le président travaille très bien, le peuple va renouveler son mandat sans problème. Mais le peuple a le droit d'arrêter l'hémorragie de détournement, de la corruption, de la gabegie, comme c'est le cas de la gouvernance d'aujourd'hui, à l'arrêter en 5 ans avant que cela puisse créer des érosions dans la vie de nos compatriotes. C'est la possibilité que l'on a donnée aux Congolais. Mais dire complètement, écoutez, Manix peut-être dit moins. Je vais aller à l'extrême pour démontrer que c'est vraiment du n'importe quoi. Le mandat du président de la République doit être de 30 ans pour lui permettre finalement de travailler pendant 30 ans. Est-ce que vous imaginez, on pense qu'en avançant des chiffres 30, 10, 15, 9, on résout un problème crucial qui est de la gouvernance. Le problème ici, c'est dans la qualité de ceux qui nous dirigent, dans le respect des textes, dans le respect de nos lois, dans le respect du bien commun. Pas de détournement. Ceux qui ont détourné 57 millions de dollars dans le projet 100 jours, est-ce qu'ils avaient besoin de 5 ans, 2 ans ou 3 ans? Ils l'ont fait au début du mandat. Le problème, c'est dans la qualité de la gouvernance. 5 ans, d'accord, 20 ans, d'accord, peu importe le délai que vous donnez à un président de la République, s'il est incompétent, il sera incompétent jusqu'à boutiste. D'accord. Manix a évoqué la question de 15 ans. Vous proposerez quelle durée? Le problème, ce n'est pas la durée. Nous avons déjà une durée dans cette constitution. Moi, j'insiste, je suis de ceux qui parlent de la modification touchée au délai tel que consenti, tel que décidé par un consensus, par la clause globale et inclusive et voté par référendum par un peuple, c'est de toucher, aller au changement. Le 5 ans est suffisant, on peut renouveler un mandat pour faire 10 ans. Le problème, ce n'est pas les 1 milliard que l'on dépense après 5 ans, parce qu'en moins d'une année, le pouvoir actuel a détourné plus d'1 milliard de dollars, a fait échapper au trésor public des milliards et des milliards de dollars. Merci beaucoup. La démocratie a un prix à payer. Vous allez dire, ceux qui ont payé de leur vie, attendez, ceux qui ont payé de leur vie pour que le Congo soit un État démocratique, pour que nous allons aux élections aujourd'hui, leur vie ne vaut rien vis-à-vis à 1 milliard de dollars que le pouvoir actuel a su détourner en moins de 5 ans. Je reviens vers vous pour finir avec vous. Manix, je vous donne 2 minutes 30. Ils vont nous pardonner un peu. 2 minutes 30 pour conclure, et lui aussi va conclure en 2 minutes 30. J'espère que vous allez aussi évoquer la question de la nationalité. Bon, très rapidement. D'abord, en parlant du mandat, je crois qu'il y a 3 éléments qui entrent dans la ligne de compte lorsque nous parlons du mandat. Premièrement, il y a la question de la limitation du mandat, ce qui n'est pas un problème, parce que le mandat du président de la République, même dans la 4e République que nous voulons opter, la limitation sera des rigueurs. Le deuxième élément, c'est la durée du mandat. C'est là où nous proposons effectivement un mandat de 15 ans non renouvelable. Et enfin, le nombre du mandat, moi je suis dans une logique d'un mandat unique.
Je reviens sur le cas de l'article 10 de la Constitution, sur la question de la nationalité. La Constitution vantée par mon co-débatteur, ici sur le plateau, présente la question de la nationalité, surtout la nationalité d'origine, s'il vous plaît, tout en définissant comme date référence, parce que sur la question de la nationalité, l'élément de base, c'est la date référence, le point de départ d'une nationalité d'un pays. Ici, dans cette Constitution, la date référence est celle du 30 juin 1960. C'est-à-dire tout Congolais qui a foulé les pieds le 30 juin 1960, ou bien avant, est considéré comme un Congolais d'origine. Je prends le cas seulement de Rwandais. En 1935, il y a eu une grogne sociale qui a frappé une grande partie de Rwandais et une minorité de Burundais. Et les colons belges de l'époque avaient organisé un corridor humanitaire. Il a organisé un flux migratoire pour intégrer le Rwandais sur le territoire congolais pour des raisons humanitaires. Mais malheureusement, l'objectif du colon était économique, parce que le colon voudrait utiliser ces Rwandais comme une main-d'œuvre dans le secteur vecteur du développement du pays, notamment le secteur de l'industrie et les secteurs de route. Les Rwandais se sont installés sur le territoire congolais en 1935. Je m'en vais plus tard, après le coup d'État de Mobutu en 1965, Mobutu a promis d'organiser la première élection législative en 1970. Il y a eu une firme minorité de Rwandais qui se sont réclamés de prendre part dans notre Parlement. La classe politique zaïroise de l'époque a refusé en faisant pression à M. Mobutu, et M. Mobutu a reporté les élections législatives une année après, tout en adoptant une nouvelle loi sur la nationalité, en créant comme date référence la date de 1885, la date de conférence de Berlin, pour exclure tout le Rwandais, tout le Burundais, tous les Ougandais qui étaient sur le territoire congolais depuis 1935. Mobutu est parti, malheureusement. Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu. La première loi que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait touchée, c'était la loi sur la nationalité congolaise. Patriote qu'il était, nationaliste qu'il était, il a juste changé le nom Zaïre à la République démocratique du Congo, tout en maintenant la même date de référence, celle de 1885. Malheureusement encore, Mouzé Laurent Désiré Kabila est parti, Joseph Kabila est venu. Curieusement, la première loi que Joseph Kabila a touchée, c'était la loi sur la nationalité congolaise de notre pays. Et Joseph Kabila nous fait revenir dans cette histoire du 30 juin 1960 pour considérer tout cela qui était dans notre pays à cette époque comme des Congolais. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est prouvé au regard de cette infiltration sociologique consacrée dans l'article 10 de la Constitution, c'est possible d'avoir un Camerounais à la tête tout en étant un Congolais d'origine. C'est possible d'avoir un Rwandais à la tête du pays tout en étant un Congolais d'origine. Pourquoi? Parce que la question de la nationalité a été truquée dans la même constitution vantée malheureusement par mon co-débatteur ici sur le plateau. Et donc aujourd'hui, et je reviens sur cet élément, lorsque je propose l'idée du changement de la constitution, je me répète, le changement de la constitution ne portera pas seulement sur la question du mandat. D'accord. Parce que changer la constitution, c'est une option levée pour la refondation de l'État. C'est-à-dire qu'il faut aborder les questions fondamentales, les questions de base, les questions sensibles en vue de faire migrer le pays vers le développement socio-économique du pays. Tel est l'exposé des motifs de ma logique, de ma proposition à respecter à juste titre. Merci beaucoup, monsieur Ienda, analyste politique indépendant. Maître Rodrigue. J'ai vraiment oublié un point très important, permettez-moi, Maître Rodrigue Ramazani, sur le détournement. 30 secondes, rapidement. 30 secondes, encore une fois, moi je propose, parce que ces débats, c'est un débat des propositions. Moi je propose que le détournement, la meilleure de manière pour arrêter les détournements, c'est de mettre en place des sanctions plus drastiques qui vont arrêter l'hémorragie du détournement dans notre pays. Parce que le comportement psychologique du criminel économique aujourd'hui, les criminels économiques, n'a plus peur de la prison de Makala. Il n'a plus peur de la peine maximale de 20 ans infligée pour l'infraction de détournement. Mais moi, je propose l'idée de l'applicabilité de la peine de mort telle que prévue dans l'article 5 et 6 du Code
pénal congolais qui du reste n'est pas encore révisé, même si il y a certains qui nous opposent le cas de l'article 16 de la Constitution qui prévoit la sacralité. Le moratoire n'existe pas parce que chaque moratoire a une durée d'expiration. Sa durée a déjà expiré. Aujourd'hui, si on utilise la peine de mort, soit par la voie de fusillade, pendaison, chaise électrique ou la piqûre, je crois que ceux-là qui détournent l'argent de la République vont arrêter de voler l'argent de l'État. La régie est vraiment très rigoureuse envers moi. Je termine rapidement avec vous, Maître Ramazani. Vous allez peut-être vous exprimer sur la question de la nationalité, ça dépend. Mais qu'est-ce que nous devons retenir particulièrement de vous sur cette question de réforme et des changements de la Constitution? Qu'est-ce que nous devons retenir? Si vous voulez revenir sur la question de la nationalité, libre à vous. Oui, je reviendrai à la fin. Je crois qu'on a échangé autour de cette question. Le sujet était de savoir changer ou réviser la Constitution. Après avoir scruté les analyses de Manix Yenda, vous constaterez, l'opinion peut constater avec moi, que la majorité des dispositions, sauf dans le cas de prolongement du mandat, d'élargissement du mandat du président de la République, la majorité des propositions que Manix a fait peuvent faire l'objet d'une révision et non d'un changement de la Constitution. Je ne sais pas pourquoi, lui étant que juriste, il s'est dit aussi constitutionnaliste, il va vite à l'extrême pour parler du changement de la Constitution. Parce que même la question de la nationalité, l'envol en a parlé dans sa révision constitutionnelle de 2019. Nous avons proposé les changements, effectivement, de notre système de nationalité pour parler de la double nationalité en les limitant aux pays limitrophes, parler de la cumul de nationalité, mais les pays limitrophes, non, pour des raisons, évidemment, d'infiltration et tout ça. Voilà. Ça veut dire, non, ça veut dire quoi? Que cette disposition que Manix a évoquée une fois de plus peut faire objet d'une révision. On n'a pas besoin de changer toute une constitution pour ça. En réalité, Manix Yenda peut simplement parler de la révision de la Constitution et non du changement de cette Constitution. C'est ça, c'est ça. Parce que pose problème dans la Constitution. Il faut donner, tu as donné les éléments qui te poussent à parler du changement. Mais après analyse, on constate qu'on peut se limiter que à la Je te dis que le débat ne porte pas que sur le mandat. Le changement ne porte pas que sur le mandat, mon frère. Je dois me répéter combien de fois? Est-ce que je peux chuter Terminer rapidement. Donc, je crois que les téléspectateurs peuvent retenir. Maintenant, pour conclure, je crois que notre Constitution de 2006 a de forces et de faiblesses. Je le dis. L'Envol avait même proposé une révision constitutionnelle par voie de pétition où on a reçu plus de 120 000 signatures à travers la République. Et cette Constitution, moi je suis un militant de la révision de la Constitution en vue de renforcer ses forces et réduire ses faiblesses. De temps en temps, nous devons penser à la stabilité de la République, à la stabilité de nos institutions, mais surtout à la maturation de notre démocratie. C'est ce qui doit rester l'enjeu majeur. Et surtout à la bonne gouvernance. Le problème, ce n'est pas le moyen que nous mettons pour les élections, parce que ces mêmes moyens sont détournés pour construire des maisons des individus. Mais les plus grands défis du Congo, c'est d'améliorer la qualité de la gouvernance pour servir réellement les Congolais. Dans le cas sous examen, sinon, le 200 millions de dollars détournés pour la construction de la route Kalamaboji n'aurait pas eu lieu. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, ce débat touche à sa fin. Merci à Jemima Panzou d'avoir réalisé cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné, Chrislin Mbouka et les autres. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec d'autres invités sous les questions d'actualité. Portez-vous bien et à demain.